à tous. Comment ne pas regarder ces deux géants? La Chine en passe de devenir la première puissance économique mondiale. L'Inde qui cette année va raviver la 5e place de puissance économique à la France. Chine et Inde. L'Asie de manière générale est de plus en plus scrutée par le Maroc. Un nouvel axe stratégique décidé depuis quelques années et qui devient de plus en plus réalité. Alors où en sommes-nous? Où en est ce nouvel axe stratégique de la diplomatie marocaine et quel avenir? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Faux décodeur ce matin, Aziz Saïdi, bonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de La Tribune Afrique. Hafid Boutaleb également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry. Membre de l'association Tizi, expert en relations internationales. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur les propositions royales pour réguler l'immigration interafricaine. C'était un des événements attendus lors du 30e sommet de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI a présenté l'agenda africain pour la migration. Présentation dans une lettre lue par le chef du gouvernement. Parmi les propositions dévoilées, la mise en place d'un observatoire africain de la migration et d'un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration. Ces propositions vont-elles rapidement voir le jour? Pourquoi sont-elles des propositions intéressantes, concrètes, efficaces? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Réactions, questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Ah, le bruit courait comme il a couru début décembre sur une éventuelle visite du roi en Indonésie. Le roi Mohamed VI se serait envolé en Inde depuis Agadir lundi, mais toujours pas de confirmation. On va donc pas spéculer, mais c'est une occasion de nous pencher sérieusement sur la relation Inde-Chine-Maroc, Maroc-Asie de manière générale. Où en sommes-nous, messieurs, dans ce nouvel axe stratégique? Je vais commencer par vous poser une question toute simple. Est-ce que si on se projette en 2030, le Maroc peut être finalement l'usine des Chinois et des Indiens et participer en Afrique à faire devenir le continent africain une usine pour les Indiens et pour les Chinois? Hafid Boutaleb. Alors ça me rappelle notre émission de la dernière fois, toujours avec Aziz Saïdi, sur la route de la soie. Le Maroc peut être une usine de la Chine et de l'Inde, mais pas le seul pays, parce qu'on n'a pas suffisamment de capacité pour être l'usine de ces pays. Il y a déjà un pays qui se positionne comme ça, c'est le Vietnam. Le Vietnam, on appelle ça l'usine du monde, puisque la Chine, on appelait ça l'usine du monde. Le Vietnam, c'est devenu l'usine de la Chine. Bon, il y a plusieurs pays, et certainement le Maroc a ses chances et il doit les jouer. On joue aussi notre rôle en Afrique. Et comment se place le Maroc aujourd'hui en Afrique en matière d'investissement et de venue justement d'industriels chinois et indiens? Le port Tanger-Med, puisque la route de la soie, elle démarre en Asie, puis elle doit revenir en Asie, puisque ça ne servirait à rien que cela aille s'arrêter en Europe, il faut que ça revienne. Donc ça passe pas aussi par Tanger-Med et ça passe aussi par les salaires marocains qui sont aujourd'hui identiques à ceux ou même par moments plus bas que ceux à Shanghai ou à Pékin, qu'un ouvrier à Shanghai ou à Pékin. Ça passe aussi par une législation flexible, par une implication au sommet de l'État. On a vu que Sa Majesté a pu recevoir le PDG de BYD dans son propre palais. Donc tout ça. Donc géant, on le rappelle, de l'automobile électrique. Et puis il y a le rôle à jouer en Afrique. Il y a ces trois pays qui sont déjà très bien impliqués. La Chine et l'Inde depuis très longtemps, le Maroc de plus en plus, qui sont tous les trois des pays du Sud, donc c'est la coopération Sud-Sud. C'est un bon tremplin, en tout cas pour quels que soient les investissements mondiaux, de passer à travers ces trois pays pour l'Afrique. Et quand même, Aziz Saïdi, franchement, on va pouvoir se lorgner dans quelques mois de dire que on a quand même une balance commerciale excédentaire avec la 5e puissance du monde, l'Inde, parce que c'est vrai on exporte beaucoup de phosphate et donc notre balance commerciale est excédentaire avec les Indiens. C'est quand même pas rien. Bon, mis à part l'anecdote, aujourd'hui, est-ce que le Maroc est bien avancé parmi l'ensemble des pays africains en matière d'investissement et d'arrivée d'entreprises chinoises et indiennes? Ça se concrétise de plus en plus, mais est-ce qu'on est les leaders dans ce domaine-là? Leaders peut-être pas, parce que comme le rappelait, ça fait des années, peut-être même des décennies que ces deux géants sont présents en Afrique et massivement, avec des investissements massifs, notamment en Afrique de l'Est. Donc on peut pas dire qu'on est leader en termes d'investissement. Et de toute façon, j'abonde dans le sens, encore une fois, de Hafid, c'est qu'on peut pas comparer un pays comme le Maroc à des pays continents comme l'Inde ou comme la Chine. Par contre, il est évident que, vu sa position stratégique et sa vocation même géostratégique, de par son emplacement, mais aussi de par sa stratégie d'ouverture et de pont entre les continents, le Maroc représente une opportunité d'investissement indéniable pour ces pays. Peut-être que justement il y avait du retard. Moi je dis même qu'il y avait peut-être du retard dans les années précédentes et que maintenant ce retard est en train d'être comblé. Justement la vision royale qui
plaide pour la coopération sud-sud, elle prend tout son sens avec ces pays, parce que le Maroc, à travers son ouverture avec l'Afrique, il s'inscrit dans une stratégie plus globale qui est celle d'une coopération sud-sud très efficace. Et dans ce sens, on ne peut pas passer à côté de ces deux géants que sont l'Inde et la Chine, parce que ce sont des pays d'abord qui, à travers les chiffres, comme vous l'avez dit, l'une est en passe de devenir la première puissance mondiale et l'autre 5e puissance mondiale. Donc forcément, c'est des pays qui ont un poids énorme au niveau des échanges mondiaux, au niveau du développement, même au niveau mondial. Et donc le Maroc prend ces pays comme, la coopération avec ces pays comme une opportunité qu'il ne peut pas se permettre de rater. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est notamment ces 2 dernières années, que ce soit avec l'Inde ou avec la Chine, avec l'arrivée d'investisseurs. Mais je dirais par rapport à l'Inde, spécifiquement, il y a un, comment on peut dire ça, il y a une découverte mutuelle, parce que les opportunités d'investissement et les opportunités de coopération sont tellement énormes qu'on est juste dans une phase de défrichage. Ouais. Et bon, ça va tous azimuts. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on peut travailler ensemble et qui peuvent, où le Maroc peut offrir justement des opportunités indéniables et même des avantages comparatifs par rapport à d'autres régions. On parlait de la route de la soie. On peut aussi parler de l'expansion indienne ou du développement international des activités indiennes. Je pense que ça justifie aussi, non seulement parce que le Maroc a pris un certain lead et qu'il est bien implanté en Afrique, mais aussi parce qu'il a ses relations séculières avec l'Europe. Donc quelque part, le Maroc représente une opportunité stratégique pour ces géants. Il faut en profiter. Donc défrichage pour l'instant entre le Maroc et l'Inde sur certains secteurs. On avait d'ailleurs une visite du chef du cabinet du ministère de l'équipement en décembre dernier en Inde, qui était surpris par la puissance indienne et notamment la puissance du réseau ferroviaire. C'est vrai que l'Inde est un pays continent. Il faut dire que le secteur ferroviaire fait d'ailleurs partie d'un ministère dédié. On pourrait s'attendre peut-être à des contributions indiennes sur la ligne à grande vitesse ou sur le réseau ferroviaire. C'est ce que laissait entendre indirectement le chef du cabinet. Donc c'est dire l'importance des Indiens également dans le secteur ferroviaire, qui est un secteur important pour le développement du continent. Alors, le secteur ferroviaire, c'est hérité de la présence britannique qui a duré 2 siècles dans ce pays. C'est énorme, 2 siècles. Et qui est parti très difficilement. Mais ils ont gardé de très bons rapports avec les Britanniques, les Indiens. Alors, il y a le secteur ferroviaire peut-être, mais le secteur dans lequel il y a 2 secteurs dans lesquels on collabore beaucoup. On en a parlé, c'est les phosphates et donc l'agriculture. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, puisque l'Inde avait fait la révolution verte dans les années 70, qui a permis l'autosuffisance alimentaire d'un sous-continent d'1 milliard d'habitants. Et il y a la coopération énergétique. Là-dessus, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des pistes très sérieuses, notamment en termes d'éclairage public et dans d'autres secteurs liés à l'énergie, puisque l'Inde, elle a une expérience pionnière dans ce sujet. Je peux vous l'assurer. L'Inde a une expérience pionnière dans l'éclairage public à travers des entreprises publiques qui ont donné aux Indiens le matériel qu'il fallait, nécessaire, qui respectait aussi les normes environnementales et qui le leur ont donné, qui le leur ont pas vendu, et ils se sont rémunérés par la suite à travers les économies réalisées par ce matériel-là. Et c'est un modèle extraordinaire pour le Maroc. C'est un modèle qu'on devrait vraiment, qui suscite l'admiration des décideurs liés à ce secteur particulier, que ce soit dans le public ou dans le privé. Malheureusement, peut-être, le seul souci, c'est que l'Inde, il y a l'économie d'échelle, puisqu'ils sont 1,2 milliard. Nous, on est 35 millions. Donc, eux, c'est beaucoup plus facile. Mais malgré ça, il y a des pistes qui sont prises très au sérieux. Donc, au niveau de l'énergie et donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'agriculture. Donc, et ça nous montre aussi la philosophie un peu de l'Inde, qui est un État, donc, démocratique, capitaliste, mais qui n'est pas aussi, on va dire, entre guillemets, soumis à l'économie de marché que pourrait être la Chine. Puisque l'Inde, on peut le voir, il y a un souci de mettre à niveau toute une catégorie de la population qui était plongée dans la misère. Ouais. Et donc pour ça, l'État s'engage de manière très importante et il ne peut pas compter uniquement sur la philosophie de l'économie de marché, puisque ça laisserait sur le carreau 500 millions d'Indiens, et ça c'est pas possible. Donc il y a une philosophie particulière de l'État indien, de l'économie indienne, du décideur privé, du dirigeant de l'entreprise privée qui est indien.
dont on pourrait s'inspirer pour effectivement, puisque au Maroc, on l'a vu, récemment, il y a des chiffres effarants, 1 600 000 Marocains qui vivent avec 3 500 dirhams par an. Donc des pistes de réflexion intéressantes. Sur la Chine, on a des révélations de Othman Benjeloun, qui nous déclare sur le site de Média24 hier, lors d'une interview parue, eh bien que BMCE va bien avoir sa banque en Chine d'ici le mois de septembre ou d'octobre, et puis que la ville industrielle Tangentech avance bien. Alors il ne peut pas trop se prononcer pour l'instant, dit-il, mais il y a au moins une dizaine, voire une bonne vingtaine d'investisseurs qui ont déjà fait part de leur volonté, et les projets sont concrets, sont réels. Ça va bien se dessiner, cette ville de Tangentech, après l'annonce pharaonique de l'arrivée de BYD, ce leader mondial dans la construction de voitures électriques. Donc pour Tangentech, Aziz Saidi, c'est vrai que c'est un coup d'accélérateur qui a été mis entre la coopération sino-marocaine, d'autant que le roi Mohamed VI est attendu. Il a été invité par le président chinois pour cette année en 2018. Tout à fait. Par rapport à la Chine, bien sûr, surtout par rapport à cette ville de Tangentech, au début, il y a eu des suspicions en disant que c'était des annonces dans le vide et tout ça. Je pense que depuis, le travail de communication, surtout qui a montré en fait un certain volontarisme des deux parties, on voit bien que en fait ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau, et que vraiment ça peut être un projet très stratégique. En tout cas, on entend plus parler Ilyas Solomari, c'est une reprise en main d'Othman Benjeloun et quelque part du palais royal par rapport à cette question. Oui, et du gouvernement. On l'entend moins aussi sur d'autres sujets. Peut-être que c'est pas forcément lié à ça, mais voilà. En tout cas, moi, je voulais juste revenir sur les secteurs, et surtout sur le fait, les secteurs sur lesquels on peut avoir une coopération, que ce soit avec l'Inde ou avec la Chine. Il y en a beaucoup, et je voudrais dire que non seulement on a à apprendre des avancées qu'ils ont fait et des choses, des choses concrètes. Vous avez parlé du rail tout à l'heure. On peut parler de beaucoup d'autres choses. On peut parler d'innovation et de technologie de l'information aussi. On peut parler de plein de secteurs, mais je voudrais dire aussi, c'est que on a beaucoup à apprendre aussi de leurs erreurs, parce que ce sont des pays, que ce soit l'Inde, qui sont très pollués, qui ont connu un certain développement un peu sauvage, si vous me permettez d'utiliser un mot un peu barbare, mais et que justement ils ont vu les difficultés arriver, ils ont vu le prix de ces erreurs, et que maintenant ils ont des initiatives pour justement pallier à ça et revenir vers un développement beaucoup plus durable. Donc même de ce point de vue-là, on a beaucoup à apprendre. Et tout à l'heure on parlait de parallélisme entre le Maroc, ce qui est pas possible, parce que le Maroc en termes de superficie, en termes même d'atouts économiques n'est pas comparable. Mais par contre on peut comparer à l'échelle du continent africain, dans lequel le Maroc prend une position de leader, et d'une coopération sud-sud qui peut être Afrique avec son continent indien, Afrique avec la Chine. Et là, en ces termes, il y a beaucoup encore d'initiatives qui peuvent être facilement transposables de l'Inde ou de la Chine vers l'Afrique. Notamment ce qu'on appelle l'innovation frugale, parce que les innovations lourdes, qui coûtent beaucoup, sont difficilement transposables sur le continent africain. Par contre, il y a des petites innovations qui ne coûtent pas beaucoup qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens, mais qui peuvent faire avancer des questions qui sont cruciales pour l'Afrique. Notamment l'énergie, justement. Notamment les énergies, notamment la question de l'eau, notamment la question de l'eau, non seulement en termes, pour l'agriculture, mais aussi pour la consommation de chacun, parce que les fameux filtres à eau, par exemple, c'est quelque chose qui est très utilisé en Inde, et qui permet à des millions d'Indiens de pouvoir avoir l'accès à l'eau potable, et qui pourrait être très facilement transposable en Afrique. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hafid Boutaleb. Rebonjour. Bonjour. Membre de l'association Tizi, vous êtes expert en relations internationales. Nous avons aussi Aziz Saidi avec nous. Rebonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de La Tribune Afrique. On continue à parler avec vous des relations Maroc-Asie, Chine et Inde, qui seront peut-être au programme des visites royales courant cette année. En tout cas, il y a une invitation, on le rappelle, du président chinois adressée au roi Mohamed VI depuis quelques semaines maintenant. Ça s'accélère, c'est ce qu'on voyait avec vous en première partie. D'abord des investissements dans
dans la ville de Tangetek, des investissements chinois, cette ville industrielle chinoise donc aux portes et au nord du Maroc. Des secteurs comme des secteurs innovants pour le marché marocain. Depuis l'Inde et depuis les investisseurs indiens qui pourraient être intéressants dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire aujourd'hui? Est-ce que ça va assez vite entre Maroc et Inde? On a vu qu'il y avait des secteurs encore qui sont en mode défraîchement. On avait une conférence sur le tourisme, un forum sur le tourisme maroco-indien il y a maintenant 10 jours. On va avoir enfin un bureau de ONMT en Inde. Est-ce qu'il reste encore des secteurs à explorer, Aziz Saidi? Oui, il y a beaucoup de secteurs, et puis il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être intéressants dans la coopération entre les deux pays. Et puis il y a aussi des structures qui ont été créées, qui maintenant, je parle de la chambre d'industrie maroco-indienne. Il y a une structure commune entre les opérateurs TIC des deux pays aussi qui est en train de prendre forme. Donc il y a des choses qui avancent. Et puis il faut aussi laisser le temps à ces structures de pouvoir produire quelque chose de concret, parce que on l'a vu là en ce moment, c'est plutôt des visites croisées, une phase de défrichement. Il y a eu quelques mémorandums qui ont été signés, mais il faut que tout ça prenne forme, et de manière un peu globale, parce que c'est que comme ça que ça peut, en fait il faut pas aller dans le one shot, il faut pas aller dans des discussions un peu sporadiques. Il faut que ça prenne une forme un peu plus globale, et justement ça ne peut être possible qu'à travers des mémorandums d'entente entre chefs d'État, et donc que ce soit dans les jours, les semaines, ou même d'ici la fin de l'année, je pense que il y a quand même beaucoup de fortes chances qu'il y ait une visite royale, que ce soit en Inde ou en Chine, et parce que ça viendrait un peu parachever un travail préalable qui est en train de se mettre en place, et c'est quelque chose qui est très important pour donner une impulsion à cette coopération sud-sud avec ces géants asiatiques. On est tout de même 2 ans, on le rappelle, après ce sommet Inde-Afrique. Donc on peut dire que ça va assez vite ou pas assez vite? Par rapport à la Chine, effectivement, il faut s'adresser au tissu industriel et économique chinois dans sa globalité. Par rapport à l'Inde, comme l'a souligné justement Aziz tout à l'heure, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. Et il faut être dans la logique de piocher les expériences qui ont réussi, parce qu'il y en a beaucoup en Inde, des expériences qui ont très bien réussi, pionnières, et il ne faut pas aussi perdre de vue que c'est un pays, on va donner quelques chiffres. Le PIB indien, c'est 2500 milliards de dollars, c'est énorme. Le PIB marocain, c'est 120 milliards. Mais le PIB chinois, c'est quand même 12 000 milliards de dollars. Donc c'est déjà l'Inde et la Chine, c'est pas les mêmes échelles. La Chine est beaucoup plus puissante que l'Inde. L'Inde est un pays qui est très prometteur. Le sommet Chine-Afrique, c'était le premier. Inde-Afrique, c'était le premier. Ils ont attendu justement 2017 pour 2016 pour faire un sommet entre le continent africain et l'Inde. Je pense que c'était le troisième, mais c'est juste que c'est la première fois que ça prenait autant d'importance dans l'agenda international. C'est un sommet qui a pris énormément d'importance. Ça montre que l'Inde ne fait qu'arriver en réalité sur la scène des puissants. Vous avez parlé de 5e puissance économique mondiale. Ouais, année, 3e en 2024. Mais attention, il faut rappeler le PIB par habitant, c'est pas la même chose. Le PIB par habitant est beaucoup plus bas. Pour qu'il puisse être réellement 5e en termes de PIB par habitant, on peut attendre peut-être 80 ans et encore. Ouais, on est dans un autre monde par rapport aux Chinois qui voient construire et s'étoffer sa classe moyenne. Voilà, la Chine réellement est un pays qui dont le PIB par habitant avoisine les $10,000 par tête. Au Maroc, c'est 3000 et 3000 et quelques, et en Inde, c'est 2500, 2000. Donc et avec alors l'Inde, un des grands échecs de l'Inde, c'est la démographie. C'est un pays qui n'arrive pas à freiner sa population, sa croissance démographique. C'est très mauvais puisque c'est un péril à terme pour toutes ces réalisations. Elle dépassera la Chine, on le rappelle, dans les prochaines années. Voilà. Est-ce que c'est une vocation d'être première puissance démographique? Pas forcément. La Chine, ils auraient peut-être voulu être 3e, puisqu'ils ont fait la politique de l'enfant unique pendant 40 ans. Exactement. J'allais dire justement, la Chine, si elle arrive à équilibrer ce levier démographique, c'est au prix de mesures drastiques. C'est l'enfant unique. Que l'Inde n'a pas les moyens d'appliquer une politique comme l'enfant unique. Il faut le parti communiste. Et fallait le parti communiste pour l'appliquer. Un parti fort implanté partout sur le territoire.
en Inde, c'est vrai, c'est une démocratie. Ça, c'est un point positif par rapport à la Chine. C'est-à-dire que ils ont derrière eux la transition démocratique. Donc c'est une réelle démocratie, l'Inde. Quand il y a des élections, le Premier ministre, qui est donc l'homme fort du pays, puisque c'est une démocratie parlementaire, le Premier ministre, Narendra Modi, il a eu 200 millions de voix. Vous imaginez, c'est quand même l'homme le mieux élu sur Terre. 200 millions de gens qui sont allés pour mettre un bulletin en son nom. Donc là-dessus, oui. Mais sur d'autres plans, effectivement, pour pouvoir appliquer une politique d'enfant unique, ils ne pourront pas, puisqu'ils ont des partis d'opposition, puisqu'ils ont plusieurs dirigeants, plusieurs régions, chacune dirigée par son propre parti, chacune obéissant à une propre logique électorale. Et donc, pour appliquer comme ça des politiques décidées par l'État central, c'est très difficile. Donc, pour faire une question de Mohamed sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques qui nous dit est-ce que le Maroc et l'Afrique ne risquent pas d'être le terrain de jeu, de bataille entre guillemets entre la Chine et l'Inde dans les prochaines années à venir? Et est-ce que justement les Marocains et les Africains pourront avoir les cartes en main? Aziz Saïdi. C'est ce qu'on disait déjà par rapport aux anciennes puissances coloniales européennes. C'est ce qu'on disait de la Chine depuis des décennies. Maintenant, on parle aussi de nouveaux entrants, notamment l'Inde, la Turquie, Israël. Il y a beaucoup de pays qui voient le potentiel africain parce que, je crois que je ne me rappelle plus qui avait dit ça. Enfin, l'expression est consacrée. C'est l'Afrique est la nouvelle frontière de la croissance. Donc, en fait, pour aller chercher des taux de rendement importants, c'est en Afrique qu'il faut aller. Est-ce qu'il n'y aura pas cette erreur systématique d'ouvrir la porte trop grand aux Chinois et aux Indiens de la part des Africains, sans avoir une maîtrise totale justement de peut-être des investissements et des industriels et des types d'industries qui vont voir le jour? Bien sûr. Je me souviens de la polémique de cette fin d'année 2017 en Guinée, après que Alpha Condé, le président Condé, soit allé signer un important contrat minier avec la Chine pour 10 ans. Donc voilà, les gens ils disent on est mis sous tutelle chinoise. Mais en fait, c'est clair qu'il y a des écueils à éviter, qu'il y a un risque qui est là, mais il faut que l'Afrique justement en multipliant en fait la vision royale qui veut que on aille vers de nouveaux partenaires et on multiplie les partenariats internationaux, c'est pour permettre un certain équilibre entre ces puissances. Si on a un modèle de partenariat qui est intéressant avec l'Inde et avec la Chine et on garde les mêmes qualités de partenariat avec l'Europe, qu'on garde la même qualité de partenariat intra-africaine pour créer un vrai dynamisme africain pour les Africains et par les Africains, je pense qu'on arrivera justement à équilibrer les choses et à ne pas se faire manger tout cru en faisant tout simplement jouer la concurrence et en n'étant surtout pas dépendant d'une seule puissance. Bon, comment ne pas terminer en posant cette question-là? Juste vos avis à chaud par rapport à cette information du Monde sortie le week-end dernier. La Chine qui a espionné le siège de l'Union africaine, c'est elle qui a construit le siège de l'Union africaine. Oui. Assez incroyable. Pour l'instant, très peu de réactions de la part des Africains sur cette question-là. Est-ce qu'ils peuvent réagir franchement? Afil Boutelem. Écoutez, est-ce qu'on peut dire quelque chose à la Chine? C'est des pratiques qui sont courantes. On se souvient de Wikileaks. Les Américains ont espionné Angela Merkel. Bon, c'est comme ça, le monde est fait comme ça. Est-ce qu'on va venir réagir là, c'est le siège de l'Union africaine. Si un pays surréagit par rapport à ça, en comparaison avec sa réaction par rapport à Wikileaks, la Chine considérera ça comme une action d'hostilité en disant voilà, les Américains, eux, ils vous espionnent, vous dites rien, nous, vous nous soupçonnez d'espionner et donc vous surréagissez. Donc bon, voilà, c'est. La Chine est l'un des rares pays hors Afrique justement à disposer d'un ambassadeur à l'UA et donc je crois que c'était avant-hier, il a réagi en niant en bloc, en disant non, jamais ça. C'est des soupçons, voilà. Mais en fait, c'est quand même un secret de polichinelle. Je pense que justement c'est eux qui ont construit donc ils avaient la main sur le matériel informatique. Les ouvriers, c'était des Chinois. Même les ingénieurs, c'est des Chinois. Tout le monde est. Voilà. Mais comme le disait, en fait, je pense que il est indéniable que tout le monde a besoin d'informations et que tout le monde se surveille. C'est des puissances. On l'a vu avec même des chefs d'État, comme Angela Merkel ou Sarkozy qui étaient justement espionnés par les Américains. Donc on va pas. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait aussi voir un bon côté, c'est que si la Chine met autant de moyens pour espionner l'Afrique, ça veut dire que elle tient vraiment à l'Afrique et que justement c'est un continent qui l'intéresse.